Je m'appelle Odette Valois. J'ai 81 ans. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui changera votre vision du respect familial. Ce jour-là, le jour du mariage de mon fils unique, Mathieu, je suis arrivée en retard. Pas par négligence. Non. Le taxi que j'avais réservé 3 semaines à l'avance n'est jamais venu. J'ai attendu devant ma petite maison de banlieue pendant 40 minutes, dans ma robe bleu marine que j'avais fait coudre spécialement pour cette occasion. Une robe simple, élégante, avec un col en dentelle que ma propre mère aurait aimé. J'avais préparé ce moment depuis des mois. Mathieu était mon unique enfant, mon trésor. Après la mort de son père, il y a 15 ans, nous étions restés très proches. Du moins, je le croyais. Il m'appelait chaque dimanche. Il venait déjeuner une fois par mois. Il disait qu'il m'aimait. Mais depuis qu'il avait rencontré Léa, quelque chose avait changé. Quelque chose de subtil, comme un parfum qui se dissipe lentement dans l'air. Léa, 32 ans, belle, ambitieuse, brillante, avocate dans un grand cabinet parisien. Elle portait toujours des talons qui claquaient sur le sol comme des jugements. Ses cheveux étaient toujours parfaits, ses ongles impeccables. Elle parlait fort, riait plus fort encore, et avait cette manière de regarder les gens comme si elle calculait leur valeur en euros et en utilité sociale. Dès notre première rencontre, j'ai senti sa froideur. Pas une hostilité ouverte, non. Plutôt une indifférence polie, comme on traite un meuble ancien dont on ne sait pas quoi faire. Elle m'appelait Odette, jamais belle-maman. Elle ne me posait jamais de questions sur ma vie. Quand je parlais, elle regardait son téléphone. Quand j'offrais un gâteau fait maison, elle souriait en disant qu'elle ne mangeait pas de sucre. Mais j'avais décidé de l'accepter. Pour Mathieu. Pour son bonheur. Après tout, qui étais-je pour juger? Une vieille femme seule dans une petite maison, avec ses souvenirs et son chat gris. Donc, ce samedi matin de juin, quand le taxi n'est pas venu, j'ai appelé Mathieu. Pas de réponse. J'ai appelé 3 fois. Rien. Il devait être occupé avec les derniers préparatifs. J'ai alors appelé un autre taxi. Celui-ci est arrivé 20 minutes plus tard. Le chauffeur était gentil. Il a conduit vite. Mais la cérémonie avait lieu à 60 kilomètres, dans un château que Léa avait loué. Un endroit magnifique, m'avait dit Mathieu. Un endroit digne d'elle. Quand je suis enfin arrivée, la cérémonie était terminée. Les invités étaient déjà dans la grande salle de réception. J'ai entendu la musique, les rires, les verres qui tintent. Mon cœur battait fort. J'avais raté le moment où mon fils avait dit oui. J'avais raté ses larmes, son sourire, ce moment sacré entre une mère et son enfant. J'ai traversé le grand hall d'entrée. Mes chaussures résonnaient sur le marbre froid. J'avais mon petit sac à main bleu marine dans une main et dans l'autre, le cadeau que j'avais préparé avec soin, une boîte en bois contenant les alliances de mes propres parents, restaurées et gravées avec les noms de Mathieu et Léa. Un héritage familial, un symbole de continuité. Je me suis approchée de la porte de la salle de réception. Elle était légèrement entr'ouverte, et c'est là que je l'ai entendue. La voix de Léa, claire, forte, triomphante. Elle était debout, un verre de champagne à la main, entourée de ses amis élégants et parfumés. « Levons nos verres », disait-elle en riant. La vieille ridicule n'est pas venue. Dieu merci, vous imaginez? Avec sa petite robe démodée et son accent de province, elle aurait gâché toutes mes photos. Les rires ont fusé, des rires complices, des rires qui m'ont traversé comme des lames de glace. J'ai regardé autour d'elle. Mathieu était là, mon fils, mon petit garçon. Il ne riait pas, mais il ne disait rien non plus. Il regardait ailleurs, le visage fermé, tenant son propre verre comme s'il voulait disparaître dedans. Quelque chose s'est brisé en moi à cet instant. Pas de la colère, pas encore. Plutôt une clarté soudaine, une compréhension profonde de ce que j'étais devenue pour eux. Un embarras, un poids, une relique du passé qu'on tolère par obligation. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, j'ai simplement souri. Un sourire que personne n'a vu parce que j'étais encore dans le hall, caché par l'ombre de la grande porte. Un sourire calme, presque serein. Je suis reparti sans bruit. J'ai laissé le cadeau sur une petite table près de l'entrée. Je suis remonté dans le taxi qui m'attendait dehors. Le chauffeur m'a demandé si tout allait bien. J'ai dit oui, tout allait très bien. Pendant le trajet de retour, j'ai regardé défiler les champs, les arbres, le ciel d'été. Et j'ai pensé à quelque chose que ma propre mère me disait toujours. Odette, la vraie force n'est pas dans les cris. Elle est dans le silence qui suit l'injustice. Le lendemain matin, dimanche,
J'ai pris mon téléphone. J'ai composé un numéro, puis un autre, puis un troisième. Des numéros que je n'avais pas utilisés depuis longtemps. Des numéros importants. Et 2 jours plus tard, les valises de Léa étaient dans la rue. Elle pleurait, elle criait, elle suppliait, mais je souris encore. Pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, il faut que je vous ramène en arrière. Bien en arrière. À l'époque où ma vie était pleine de lumière et de promesses. J'ai rencontré Henri Valois en 1964. J'avais 21 ans. Lui en avait 26. C'était au bal du 14 juillet dans notre petit village près de Lyon. Il portait une chemise blanche dont il avait roulé les manches. Ses cheveux noirs brillaient sous les guirlandes lumineuses. Quand il m'a invité à danser, ses mains étaient chaudes et assurées. Il sentait le savon et le tabac blond. Nous nous sommes mariés l'année suivante. Une cérémonie simple à l'église du village. Ma robe, ma mère l'avait cousue pendant 3 mois. De la dentelle blanche, délicate comme de la neige. Henri m'a regardé remonter l'allée avec des larmes dans les yeux. « Tu es belle comme un matin de printemps », m'a-t-il murmuré à l'hôtel. Nous avons acheté notre première maison 2 ans plus tard. Une petite maison en pierre avec un jardin. Rien d'extraordinaire. Mais pour nous, c'était le paradis. Henri travaillait comme contremaître dans une usine de textile. Moi, j'étais institutrice à l'école primaire du village. Nous gagnions peu, mais nous avions tout. Le matin, je me levais la première. Je préparais le café dans la vieille cafetière en aluminium qui faisait ce bruit caractéristique, ce gargouillis réconfortant. L'odeur se répandait dans toute la maison. Henri descendait quelques minutes plus tard, encore ensommeillé, et m'embrassait dans le cou. « Bonjour, ma belle », disait-il toujours les mêmes mots. Et ces mots me suffisaient. Nous rêvions d'une famille, d'enfants qui couraient dans le jardin, de rires qui rempliraient les pièces vides. Mais les années passaient et rien ne venait. Nous avons consulté des médecins. On nous a dit que c'était difficile, mais pas impossible. Il fallait être patient, espérer. Et puis, un matin de novembre 1973, j'ai senti quelque chose de différent. Une fatigue étrange, une sensation nouvelle dans mon ventre. J'ai fait le test. 2 lignes roses. Je suis restée assise sur le bord de la baignoire pendant 20 minutes à regarder ce petit morceau de plastique comme s'il contenait tout l'univers. Quand Henri est rentré du travail ce soir-là, j'ai posé le test sur la table de la cuisine sans rien dire. Il l'a regardé, puis il m'a regardé. Et il a pleuré. Mon Henri, cet homme fort qui ne pleurait jamais, a pleuré comme un enfant dans mes bras. Mathieu est né en juin 1974. Un bébé parfait, des yeux noirs comme ceux de son père, des petits poings serrés qui agrippaient mon doigt avec une force surprenante. Quand l'infirmière me l'a posé sur la poitrine, j'ai compris le sens du mot « éternité ». C'était lui, c'était tout, plus rien d'autre n'existait. Les premières années ont été les plus belles de ma vie. Mathieu était un enfant joyeux. Il riait aux éclats quand Henri le faisait voler dans les airs. Il adorait les histoires que je lui lisais le soir, blotti contre moi dans son petit lit en bois. Sa chambre sentait la lavande et le lait chaud. Les murs étaient peints en bleu ciel. Sur l'étagère, il y avait ses livres préférés, ses petites voitures, son ours en peluche usé qu'il appelait Pompon. Le dimanche, nous faisions des promenades tous les 3. Henri portait Mathieu sur ses épaules. Je marchais à côté d'eux, tenant la main de mon mari. Nous allions au parc, près de la rivière. Mathieu courait après les canards. Il ramassait des cailloux qu'il trouvait extraordinaires. Il s'émerveillait de tout. Et nous nous émerveillions de lui. Notre maison était toujours pleine de vie. Le samedi, je faisais des gâteaux, des tartes aux pommes, des clafoutis, des madeleines. Mathieu m'aidait à casser les œufs. Il mettait de la farine partout, sur la table, sur lui, sur moi. Et nous rions. Henri disait que notre cuisine ressemblait à un champ de bataille, mais il mangeait tout avec un appétit d'ogre. L'été, nous partions en vacances, pas loin. Nous n'avions pas les moyens d'aller très loin, mais nous louions un petit appartement au bord de la Méditerranée. Mathieu construisait des châteaux de sable. Henri lui apprenait à nager. Je les regardais depuis la plage, sous mon grand chapeau de paille, et je me disais que le bonheur ressemblait exactement à ça. Les années ont passé. Mathieu a grandi. Il est devenu un adolescent intelligent, travailleur. Il réussissait bien à l'école. Il voulait devenir ingénieur. Henri était si fier. « Notre fils ira loin », disait-il souvent. Et je le croyais. Puis, en 2009, Henri est tombé malade. Un cancer foudroyant. En 6 mois, il était parti.
Je me souviens de son dernier jour. Il était dans notre lit, celui où nous avions dormi pendant plus de 40 ans. Il tenait ma main. Sa peau était froide, presque translucide. Il a regardé Mathieu, qui était assis de l'autre côté du lit, et lui a dit « Prends soin de ta mère. Elle est tout ce qui nous reste de beau dans ce monde. » Mathieu a promis. Il a pleuré. Nous avons tous pleuré. Après la mort d'Henri, la maison est devenue silencieuse, trop silencieuse. Mais Mathieu tenait sa promesse. Il venait me voir. Il m'aidait avec les réparations. Il m'accompagnait faire les courses. Il était là. Et moi, je me disais que j'avais eu de la chance. Une vie belle. Un mari aimant. Un fils attentionné. Que pouvais-je demander de plus? C'était avant Léa. Avant que tout change. Avant que je découvre que les promesses, parfois, se dissolvent comme du sucre dans l'eau froide. Mathieu a rencontré Léa en 2022. Il avait 48 ans. Elle en avait 30. Ils se sont connus lors d'un colloque professionnel à Paris. Lui était ingénieur en chef dans une entreprise de construction. Elle, avocate spécialisée en droit immobilier. Une rencontre professionnelle qui est devenue personnelle. Au début, j'étais heureuse pour lui. Après son divorce difficile 5 ans plus tôt, Mathieu était resté seul. Il se consacrait à son travail, à ses rares amis et à moi. Mais je savais qu'il avait besoin d'amour, de compagnie, de quelqu'un qui partagerait sa vie. Quand il m'a parlé d'elle pour la première fois, ses yeux brillaient. « Maman, j'ai rencontré quelqu'un d'exceptionnel », m'a-t-il dit au téléphone. Sa voix était jeune, presque adolescente. Elle est brillante, indépendante, elle me comprend. J'ai souri. J'étais sincèrement contente. « Quand est-ce que je la rencontre ?» ai-je demandé. Il y a eu un silence, un tout petit silence, à peine 2 secondes. Mais j'ai senti quelque chose. Quelque chose d'imperceptible, comme une ombre qui passe derrière une fenêtre. « Bientôt, maman, bientôt. » Mais bientôt a pris 3 mois. 3 longs mois pendant lesquels Mathieu trouvait toujours une excuse. Elle voyageait beaucoup pour son travail. Elle avait des dossiers urgents. Elle était fatiguée. Il voulait attendre le bon moment. Le bon moment est finalement arrivé un dimanche de mars. Mathieu m'a invité à déjeuner dans un restaurant chic du centre-ville. Pas chez lui. Pas chez moi. Un terrain neutre. J'ai mis ma plus belle robe. J'ai pris soin de mes cheveux. J'ai choisi un petit foulard en soie que Henri m'avait offert il y a des années. Je voulais faire bonne impression. Je voulais que cette jeune femme comprenne que j'étais une mère digne, éduquée, capable de s'intégrer dans leur nouvelle vie. Quand je suis arrivée au restaurant, ils étaient déjà là, assis à une table près de la fenêtre. Léa portait un tailleur noir impeccable. Ses cheveux châtains étaient tirés en un chignon serré. Elle avait des boucles d'oreilles en or qui captèrent la lumière. Quand elle m'a vue approcher, elle s'est levée avec un sourire professionnel. Pas chaleureux, professionnel. « Odette » a-t-elle dit en me tendant la main. Pas de bise, une poignée de main ferme, brève. « Enchantée » ai-je répondu. Mathieu m'a embrassée sur la joue. « Maman, je suis content que tu sois là. » Le déjeuner a été étrange. Léa parlait beaucoup de son travail, de ses succès, de ses voyages, de ses amis influents. Elle utilisait des mots compliqués, des termes juridiques que je ne comprenais pas toujours. Quand je posais une question, elle répondait avec une politesse glaciale, puis revenait immédiatement à ses propres histoires. À un moment, j'ai parlé de mon ancienne carrière d'institutrice. J'ai raconté une anecdote amusante sur un de mes élèves. Léa a souri vaguement, puis a regardé son téléphone. Mathieu, lui, a ri. Mais son rire était nerveux. Forcé. « Maman aimait beaucoup enseigner », a-t-il dit, comme s'il devait justifier mon existence. « C'est bien », a répondu Léa sans lever les yeux de son écran. « L'enseignement est un métier noble. Noble. » Le mot est resté suspendu dans l'air comme une insulte déguisée. Après le déjeuner, sur le parking, Mathieu m'a raccompagnée à ma voiture. Léa était restée à l'intérieur pour répondre à un appel important. « Elle te plaît ?» m'a demandé mon fils avec une inquiétude visible dans le regard. J'aurais pu dire la vérité. J'aurais pu lui dire que je sentais quelque chose de faux chez cette femme, que son sourire ne montait pas jusqu'à ses yeux, que sa politesse ressemblait à du mépris enrobé de sucre. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai regardé mon fils, cet homme de 48 ans qui avait encore besoin de mon approbation, et j'ai menti. Elle est charmante, mon chéri. Si elle te rend heureux, alors je suis heureuse. Il a souri. Un vrai sourire cette fois. Il m'a serré dans ses bras. « Merci, maman.
Ça compte beaucoup pour moi. Les semaines suivantes, j'ai remarqué des changements subtils. Mathieu m'appelait moins souvent. Nos déjeuners dominicaux sont devenus bimensuels, puis mensuels. Quand je l'invitais, il refusait gentiment. « Léa et moi avons des projets », disait-il. Ou « Léa organise un dîner avec ses collègues ». Ou encore « Léa préfère qu'on reste entre nous ce week-end ». Léa, toujours Léa. Un jour, en juin, je suis passée chez lui sans prévenir. C'était son anniversaire. J'avais préparé son gâteau préféré, un fondant au chocolat comme je lui faisais quand il était petit. J'ai sonné à la porte. Personne. J'ai attendu quelques minutes, puis j'ai appelé son portable. « Maman ?» Il semblait surpris, presque contrarié. « Mon chéri, c'est ton anniversaire. Je t'ai apporté un gâteau. » Un silence, puis « Maman, je t'avais dit que Léa organisait quelque chose ce soir. On part dans 1 heure pour un restaurant. » « Tu ne me l'as pas dit, Mathieu. »« Si, je te l'ai dit, tu as dû oublier. » Je n'avais rien oublié, mais je n'ai pas insisté. « D'accord, je vais le laisser devant ta porte alors. »« Non, maman, on ne sera pas là de la soirée. Ramène-le chez toi. On passera le prendre une autre fois. » Il n'est jamais venu le chercher. Une autre fois, j'ai proposé de garder leur futur appartement pendant leurs vacances. Ils partaient 2 semaines en Grèce. Je voulais arroser les plantes, relever le courrier, m'assurer que tout allait bien. Mathieu a accepté avec enthousiasme. Léa, moins. « C'est gentil, Odette, mais nous avons déjà un service pour ça, » a-t-elle dit d'un ton qui ne laissait aucune place à la discussion. Petit à petit, je sentais qu'on me repoussait. Pas brutalement. Non, c'était subtil, comme une porte qui se ferme millimètre par millimètre, sans bruit, jusqu'à ce qu'elle soit complètement close. Et Mathieu ne voyait rien. Ou peut-être ne voulait-il rien voir. Quand ils ont annoncé leur fiançailles, j'ai pleuré. De joie, pensait Mathieu. Mais en vérité, je pleurais parce que je savais. Je savais que je venais de perdre mon fils. D'où m'écoutez-vous ? Je me suis dit que c'était normal, que toutes les belles-mères passaient par là, que je devais simplement m'adapter, être plus discrète, moins présente. Après tout, Léa était jeune, moderne, indépendante. Elle n'avait peut-être pas eu de bonnes relations avec sa propre mère. Peut-être que le concept même de belle famille lui était étranger. Je me suis mise à chercher des excuses pour elle. C'était plus facile que d'affronter la vérité. Quand elle oubliait de me remercier pour un cadeau, je me disais qu'elle était débordée de travail. Quand elle coupait court à nos conversations téléphoniques, je me disais qu'elle avait des dossiers urgents. Quand elle refusait mes invitations à dîner, je me disais qu'elle préférait cuisiner elle-même, que c'était son territoire, sa manière de prendre soin de Mathieu. J'ai commencé à modifier mon comportement, à marcher sur des œufs, à peser chaque mot, chaque geste, chaque invitation. Je ne voulais pas être cette belle-mère envahissante dont tout le monde se plaint. Je ne voulais pas être un fardeau. Alors j'ai espacé mes appels. J'attendais que Mathieu m'appelle en premier. Parfois, j'attendais 1 semaine entière, 2 semaines. Mon téléphone restait silencieux sur la table de la cuisine. Je le regardais comme on regarde une promesse brisée. Quand il finissait par appeler, sa voix était toujours chaleureuse. « Pardon, maman. J'ai été débordée. Comment vas-tu » Nous parlions de tout et de rien, de la météo, de son travail, de mes petites routines. Mais ces conversations ressemblaient de plus en plus à des formalités. Des obligations filiales accomplies avec tendresse, certes, mais aussi avec une certaine distance. Je ne posais jamais de questions sur Léa. Je ne voulais pas paraître intrusive. Mais parfois, Mathieu en parlait spontanément. « Léa a obtenu une promotion », disait-il avec fierté. « Léa a gagné un procès important. Léa voyage à Londres la semaine prochaine. Léa, toujours Léa. » Son univers tournait autour d'elle. Et moi, j'étais devenue une étoile lointaine, visible, mais froide, présente, mais sans importance. Un soir d'automne, j'ai décidé de faire un effort supplémentaire. J'ai invité Mathieu et Léa pour le dîner d'anniversaire de mon défunt mari, une tradition que nous avions toujours respectée. Chaque année, le 15 novembre, je préparais le plat préféré d'Henri, un bœuf bourguignon mijoté pendant des heures avec des pommes de terre fondantes et des carottes confites. Mathieu venait toujours. Nous mangions en silence, en regardant les photos. Nous parlions de Henri. Nous pleurions un peu. Nous rions aussi. C'était notre manière de le garder vivant. J'ai appelé Mathieu 3 semaines à l'avance. « Mon chéri, le 15 novembre, tu te souviens ?»« Bien sûr, maman. Le dîner pour papa. J'aimerais que tu viennes. Et Léa aussi, bien sûr. Elle fait partie de la famille maintenant. »
Il y a eu une hésitation. Je vais lui demander. Elle a peut-être des obligations. 3 jours plus tard, il m'a rappelé. Maman, Léa dit qu'elle ne se sent pas très à l'aise avec ce genre de rituel. Elle trouve ça un peu morbide. Mais je viendrai seule, ne t'inquiète pas. Morbide. Elle trouvait notre deuil morbide. J'ai avalé ma salive. J'ai serré le combiné plus fort. D'accord, mon chéri, ce n'est pas grave. Viens quand tu peux. Mais au fond de moi, quelque chose s'est tordu. Une petite voix que j'essayais de faire taire depuis des mois a commencé à murmurer plus fort. Elle ne te respecte pas. Elle ne t'a jamais respecté. Non, je devais être juste. Peut-être que Léa avait raison. Peut-être que nos traditions étaient dépassées. Peut-être que je devais évoluer, m'adapter au monde moderne où on ne s'attarde pas sur les morts, où on regarde vers l'avenir, pas vers le passé. Le 15 novembre, Mathieu est venu seul. Il était distrait. Il a mangé vite. Il regardait souvent son téléphone. À un moment, il a reçu un message et a souri. « Léa me demande si tout va bien », a-t-il dit. J'ai hoché la tête. C'est gentil de sa part. Après le dîner, il est parti rapidement. « Désolé, maman. Léa m'attend. On a des amis qui viennent dîner à la maison. » Des amis. Ils avaient des amis qui venaient dîner pendant que moi, je restais seule avec mes souvenirs et mon bœuf bourguignon à peine touché. Cette nuit-là, j'ai pleuré pour la première fois depuis longtemps. J'ai pleuré dans ma chambre vide, dans mon lit trop grand, avec le portrait d'Henri sur la table de nuit. « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» lui ai-je demandé. « Pourquoi notre fils s'éloigne-t-il » Mais Henri ne répondait pas. Les morts ne répondent jamais. Les mois ont passé. L'annonce du mariage est arrivée en janvier. Un faire-part élégant, crème et doré. Une calligraphie parfaite. Léa Moreau et Mathieu Valois ont le plaisir de vous inviter à célébrer leur union. Mon nom n'apparaissait nulle part, ni celui du père de Léa. Personne. Comme si nous étions des détails insignifiants dans leur grande histoire d'amour. J'ai appelé Mathieu. Mon chéri, le faire-part est magnifique, n'est-ce pas? Léa a tout organisé. Elle a un goût incroyable. Je remarque que nos noms ne figurent pas dessus. Un silence. Maman, c'est le style moderne. On ne met plus les noms des parents. C'est démodé. Démodé. Comme moi, donc. Je comprends, ai-je dit doucement. Mais je ne comprenais pas. Je ne comprenais rien du tout. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai essayé de participer aux préparatifs. J'ai proposé mon aide pour les fleurs, pour la décoration, pour n'importe quoi. Léa répondait toujours la même chose. C'est gentil, Odette, mais j'ai déjà tout organisé avec ma wedding planner. Sa wedding planner, bien sûr. J'ai proposé d'offrir ma robe de mariée, celle que ma mère avait cousue. Une robe vintage, en dentelle délicate, qui aurait pu être magnifique avec quelques retouches modernes. Léa a ri. Pas méchamment, juste avec condescendance. C'est adorable, Odette, vraiment. Mais ma robe vient de chez Vera Wang. Elle a coûté 12 000 €. J'ai déjà fait 3 essayages. 12 000 €. Plus que ce que je gagnais en 6 mois quand j'étais institutrice. J'ai souri. Bien sûr, elle sera sûrement magnifique. Chaque refus, chaque petit rejet, je les encaissais en silence. Je me disais que c'était leur mariage, leur choix, leur vie. Que je devais simplement être heureuse pour eux et rester à ma place. Mais où était ma place exactement? La veille du mariage, Mathieu est passé me voir. Il était nerveux, excité. « Demain, maman. Je me marie demain. » Je l'ai serré dans mes bras. « Je suis fière de toi, mon fils. Ton père serait fier aussi. » Il a souri, puis il m'a regardé avec une étrange gravité. « Maman, je voulais te dire, Léa peut être un peu directe parfois, mais elle a bon cœur. Elle t'appréciera davantage avec le temps. Il faut juste lui laisser de l'espace. De l'espace. Toujours plus d'espace. Je comprends, mon chéri. Mais quelque chose en moi commençait à se fissurer. Quelque chose que j'avais essayé de maintenir intact avec de la patience, de la compréhension, de l'amour inconditionnel. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. J'ai regardé le plafond de ma chambre pendant des heures et j'ai pensé à toutes ces fois où j'avais trouvé des excuses. Toutes ces fois où j'avais justifié l'injustifiable. Au petit matin, quand le taxi que j'avais réservé n'est pas venu, une partie de moi s'est demandé si c'était un signe, si l'univers essayait de me protéger de quelque chose. Mais j'ai appelé un autre taxi, parce que j'étais encore dans le déni, parce que je voulais encore croire que tout irait bien, parce que je n'étais pas encore prête à voir la vérité en face. D'où m'écoutez-vous? Quand je suis rentrée chez moi ce samedi soir,
Après avoir quitté le château en silence, la maison était plongée dans l'obscurité. Mon chat, Félix, m'attendait près de la porte. Il a miaulé doucement, comme s'il sentait ma tristesse. Je l'ai pris dans mes bras et je me suis assise dans mon vieux fauteuil du salon, celui où Henri avait l'habitude de lire son journal. J'ai regardé autour de moi. Ma petite maison, mes meubles modestes, mes rideaux démodés. Mon existence simple et ordinaire. Et j'ai pensé aux mots de Léa, la vieille ridicule avec sa petite robe démodée et son accent de province. Ridicule. Voilà ce que j'étais pour elle. Une femme insignifiante, une relique embarrassante d'un passé qu'elle voulait effacer. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce que personne ne savait vraiment, c'est que j'avais appris quelque chose d'essentiel au cours de mes 81 années. Les apparences sont souvent trompeuses. Et les gens qui sous-estiment les autres finissent toujours par payer le prix de leur arrogance. Je suis allée dans ma chambre. J'ai ouvert le tiroir de ma commode, celui du bas, caché sous des pulls en laine et des écharpes. Au fond, il y avait une petite boîte en métal. Je l'ai sortie délicatement. À l'intérieur, des documents, des papiers que je n'avais pas regardés depuis des années, des actes de propriété, des relevés bancaires, des certificats d'action, des contrats. Ce que Léa ignorait, ce que même Mathieu avait oublié avec le temps, c'est que ma vie n'avait pas toujours été celle d'une simple institutrice de village. Avant d'épouser Henri, j'avais étudié le droit à Lyon. J'avais même travaillé pendant 2 ans dans un cabinet notarial. Mais quand je suis tombée enceinte, j'ai choisi de me consacrer à ma famille. C'était mon choix. Un choix fait par amour, pas par obligation. Henri et moi, nous avions été prudents, économes. Nous avions investi intelligemment. La petite maison que nous avions achetée en 1967, elle valait aujourd'hui près de 400 000 €. Les terrains agricoles que le père d'Henri nous avait légués, devenus des zones constructibles, leur valeur avait été multipliée par 10. Et puis, il y avait l'héritage de ma propre mère, décédée il y a 15 ans. Une femme discrète qui possédait plusieurs appartements à Lyon. Des biens qu'elle avait acquis dans les années 50, quand personne ne voyait leur potentiel. Elle me les avait tous légués. Au total, mon patrimoine s'élevait à près de 2 millions d'euros. Peut-être même plus aujourd'hui. Je n'avais jamais fait réévaluer. Je n'en avais jamais eu besoin. Je vivais simplement, modestement. Parce que c'était dans ma nature, pas parce que j'étais pauvre. Mathieu le savait, bien sûr. Je lui avais expliqué il y a des années que sa vie serait confortable après ma mort, que je prenais soin de tout, que mon notaire, Maître Beaumont, gérait mes affaires avec rigueur. Mais mon fils n'avait jamais été intéressé par l'argent. Il gagnait bien sa vie. Il n'attendait rien de moi. Léa, en revanche, n'en savait rien. Pour elle, j'étais juste une vieille femme dans une petite maison de banlieue. Une pauvre veuve sans importance. Une charge potentielle. Ce soir-là, samedi, à 22h, assise dans mon fauteuil avec Félix ronronnant sur mes genoux, j'ai pris une décision. Une décision qui allait tout changer. J'allais découvrir qui était vraiment Léa Moreau. Pas par vengeance. Non, par nécessité. Pour protéger mon fils. Pour comprendre à qui il venait de lier sa vie. J'ai attrapé mon téléphone. Il n'était pas trop tard. Les gens que j'allais appeler comprendraient l'urgence. Le premier numéro était celui de Françoise, mon ancienne collègue. Elle avait été institutrice avec moi pendant 20 ans. Après sa retraite, elle était devenue une utilisatrice experte des réseaux sociaux. Elle passait ses journées à naviguer sur Internet, à suivre les vies des autres, à découvrir des secrets cachés derrière des photos parfaites, et surtout, elle ne dormait jamais avant minuit. « Odette ? À cette heure ?» Sa voix était surprise mais alerte. « Françoise, pardonne-moi, mais j'ai besoin de ton aide. C'est urgent. » Je lui ai tout raconté, le mariage, le retard, le toast humiliant. Elle est restée silencieuse un moment. « Cette petite peste » a-t-elle finalement murmuré. « Donne-moi son nom complet. »« Léa Moreau. Elle est avocate. Cabinet Duchamp et associée à Paris. Laisse-moi 1 heure. Je vais fouiller. Je te rappelle. » Ensuite, j'ai composé un deuxième numéro, celui de Thomas Durand, mon ancien élève devenu détective privé. Un homme qui travaillait souvent de nuit, suivant des infidèles, surveillant des fraudeurs. Je savais qu'il serait disponible. « Madame Valois ?» Sa voix était étonnée. « Tout va bien ? » « Thomas, mon grand, j'ai besoin de tes services. Maintenant. Cette nuit si possible. Je vous écoute. » Je lui ai expliqué la situation. Il n'a pas hésité une seconde. « Je connais des gens, des confrères qui me doivent des services. On peut obtenir des informations rapidement. Légalement, bien sûr. Donnez-moi tout ce que vous savez sur elle.
Je lui ai donné tous les détails, son nom, son cabinet, son adresse que Mathieu m'avait mentionnée une fois. Tout. Je m'y mets immédiatement, a-t-il dit. Je vous rappelle dans quelques heures maximum. Puis j'ai attendu, dans le silence de ma maison, avec Félix endormi sur mes genoux. J'ai fait du thé, j'ai regardé par la fenêtre. La nuit était claire, les étoiles brillaient, et j'ai pensé à Henri, à ce qu'il aurait fait dans cette situation. Il aurait protégé notre fils, comme j'allais le faire. À 23h15, Françoise m'a rappelé. « Odette, tu avais raison de te méfier. Qu'as-tu trouvé ?» Léa Moreau est très active sur les réseaux sociaux. J'ai regardé ses publications, ses amis, ses interactions. Il y a quelque chose de troublant. Mon cœur s'est accéléré. Il y a un homme, Damien Leclerc, architecte. Ils étaient ensemble avant Mathieu. Des photos de voyage, de restaurants, d'intimité. Puis plus rien pendant 2 ans. Mais récemment, ils ont recommencé à échanger des messages. Récemment? À quel point? Il y a 3 semaines, juste avant le mariage, un commentaire sous une de ses photos. Toujours aussi magnifique. Il me tarde de te revoir. Elle a répondu, bientôt, promis. J'ai fermé les yeux. Mon pauvre Mathieu. Envoie-moi les captures d'écran sur mon email, maintenant. Déjà fait. Mais Odette, il y a autre chose. Ces publications montrent un train de vie très élevé. Restaurants de luxe, voyages, vêtements de marque. Je connais les salaires des avocates. Même dans un bon cabinet, elle ne peut pas se payer tout ça sans s'endetter lourdement. Donc elle cherche un homme stable, un homme avec des ressources. Exactement. Et Mathieu est un ingénieur avec un bon salaire et une mère âgée qui a du patrimoine. Je comprends. À 1h du matin, Thomas m'a rappelé. Sa voix était grave. « Madame Valois, j'ai obtenu des informations inquiétantes. Je t'écoute. J'ai contacté un ami qui travaille dans le milieu juridique. Léa Moreau a une réputation problématique. Elle a eu un ex-fiancé, il y a 3 ans, Marc Fontaine. Après leur rupture, elle l'a harcelé. Elle a menacé de détruire sa réputation professionnelle s'il ne revenait pas vers elle. Il a déposé une main courante. Rien de poursuivi légalement, mais c'est dans les dossiers. Continue. Son cabinet fait l'objet d'une enquête interne, des irrégularités dans la gestion de dossiers. Son nom est cité. Rien de public encore, mais ça pourrait éclater dans les prochains mois. Elle a des dettes importantes, carte de crédit au maximum, un prêt pour une BMW qu'elle ne devrait pas pouvoir payer. Elle vit au-dessus de ses moyens depuis des années. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Léa n'avait pas épousé mon fils par amour. Elle l'avait épousé par calcul. Pour sa stabilité financière, pour son héritage futur. Elle avait vu en moi non pas une belle-mère à respecter, mais un obstacle temporaire avant l'argent. Thomas, envoie-moi tout ce que tu as, maintenant. C'est déjà dans votre boîte mail. J'ai passé le reste de la nuit à examiner les documents, les photos, les preuves. À 3h du matin, j'avais une vision complète de qui était vraiment Léa Moreau. Une manipulatrice, une calculatrice, une femme sans scrupules qui utilisait les autres pour satisfaire son ambition et son besoin de luxe. Et Mathieu ne savait rien. Mon pauvre fils innocent qui croyait avoir trouvé l'amour. Mais ce n'était pas l'amour, c'était une transaction. Et je n'allais pas laisser cette femme détruire mon fils. Le dimanche matin, à 8h, j'ai composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis longtemps, celui de Maître Beaumont, mon notaire. Je savais qu'il était matinal, qu'il travaillait souvent le week-end. « Odette ?» Sa voix était surprise. « Un dimanche matin ? Maître, j'ai besoin de vous voir aujourd'hui. C'est une urgence familiale. Je suis à mon bureau dans 1 heure. Venez. » Dans son bureau élégant du centre-ville, je lui ai tout raconté, tout montré. Les documents de Thomas, les captures d'écran de Françoise, mes propres observations. Maître Beaumont a retiré ses lunettes et les a nettoyées lentement. C'était son geste habituel quand il réfléchissait profondément. « Cette femme a épousé votre fils sous de faux prétextes, » a-t-il dit finalement. « Mais légalement, c'est compliqué. Le mariage est valide. Je ne veux pas annuler leur mariage, pas encore. Je veux que mon fils voie qui elle est, vraiment. Et comment comptez-vous faire ?» J'ai souri. Un sourire calme, déterminé. En utilisant la seule chose qu'elle comprend vraiment, l'argent et le pouvoir. Je vais lui montrer qu'elle a choisi la mauvaise famille à manipuler. Maître Beaumont a hoché la tête lentement. « Que voulez-vous que je fasse ? Préparez les documents. Je vais avoir besoin de vous lundi matin, très tôt. » Ce dimanche après-midi, j'ai fait 3 autres appels. Des appels stratégiques,
des appels qui allaient tout changer. Le premier était à Philippe Mercier, un ancien ami d'Henri qui dirigeait maintenant une importante société de gestion immobilière. Un homme influent, respecté. Le deuxième était à Claire Rousseau, une journaliste que j'avais connue il y a 20 ans, quand elle était petite reporter locale. Aujourd'hui, elle travaillait pour un grand magazine parisien. Elle me devait une faveur, une grande faveur. Le troisième était à quelqu'un que Léa connaissait très bien, quelqu'un de son propre monde, quelqu'un qui allait être la clé de tout. Ce soir-là, j'ai dormi paisiblement pour la première fois depuis des mois, parce que je savais. Je savais que lundi matin, quand Mathieu et Léa reviendraient de leur nuit de noces passée dans une suite d'hôtels de luxe, leur monde allait s'effondrer. Non pas par ma colère, mais par la simple révélation de la vérité. Et la vérité, comme disait toujours ma mère, finit toujours par éclater au grand jour. Le lundi matin, je me suis levée à l'aube. J'ai pris une douche. J'ai mis ma plus belle robe, celle en soie grise que je gardais pour les grandes occasions. J'ai arrangé mes cheveux. J'ai mis un peu de rouge à lèvres. Puis je me suis regardée dans le miroir. La femme qui me fixait n'était pas ridicule. Elle n'était pas démodée. Elle était digne. Elle était forte. Elle était prête. À 8 heures, Maître Beaumont est arrivé chez moi avec tous les documents nécessaires. Nous avons tout vérifié ensemble. Chaque détail, chaque preuve, chaque étape du plan. « Vous êtes certaine de vouloir faire cela ?» m'a-t-il demandé. « Absolument certaine. Votre fils risque d'être bouleversé. Mon fils mérite la vérité, même si elle fait mal. » À 9 heures, Philippe Mercier est arrivé. Un homme de 70 ans, élégant dans son costume 3 pièces. Il m'a embrassé sur les joues. « Odette, Henri serait fier de toi aujourd'hui. » Henri aurait fait la même chose, sans aucun doute. À 9h30, nous étions tous dans ma petite maison. Maître Beaumont, Philippe Mercier, Françoise avec son ordinateur portable rempli de preuves. Et moi, nous attendions. J'avais appelé Mathieu tôt ce matin. Il avait décroché d'une voix ensommeillée. « Maman, il est 7 heures. »« Je sais, mon chéri. Pardonne-moi. Mais j'ai besoin que tu viennes me voir ce matin. C'est important, très important. »« Maintenant ? Mais Léa et moi ? » ?»« Avec Léa. Venez tous les deux. S'il te plaît. C'est au sujet de ton héritage. » Le mot magique, héritage. Je savais que cela piquerait la curiosité de Léa. « D'accord, maman. On arrive vers 10 heures. » À 10 heures précises, j'ai entendu la voiture de Mathieu se garer devant chez moi. Puis des pas, puis la sonnette. J'ai ouvert la porte. Mon fils était là, avec sa nouvelle épouse. Mathieu portait un jean et un pull. Il avait l'air fatigué, mais heureux. Léa, elle, était impeccable. Pantalon blanc, chemisier en soie, sac à main de luxe, ses cheveux parfaitement coiffés. Mais quand elle m'a vu, son sourire s'est figé. « Odette » a-t-elle dit froidement. « Léa, Mathieu, entrez. » Quand ils sont entrés dans mon salon et ont vu les autres personnes présentes, l'expression de Léa a changé. Ses yeux se sont rétrécis. Son corps s'est tendu. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle demandé sèchement. Mathieu regardait autour de lui, confus. « Maman, que se passe-t-il ? Assieds-toi, mon chéri. Toi aussi, Léa. Je préfère rester debout, » a répliqué Léa, les bras croisés. J'ai pris une grande inspiration. C'était le moment de vérité. Samedi, je suis arrivée en retard à votre mariage. Mon taxi ne s'est pas présenté. Quand je suis enfin arrivée, la cérémonie était terminée. J'allais entrer dans la salle de réception quand je t'ai entendue, Léa. Le visage de Léa est devenu pâle. Mathieu me regardait sans comprendre. « Entendu quoi ? Ton épouse a porté un toast pour célébrer mon absence. Elle a dit, et je cite, « La vieille ridicule n'est pas venue. Dieu merci. » Vous imaginez ? Avec sa petite robe démodée et son accent de province. Elle aurait gâché toutes mes photos. Le silence qui a suivi était épais, lourd. Mathieu s'est tourné vers Léa, les yeux écarquillés. « Léa, c'est vrai ?» Léa a ri. Un rire nerveux, forcé. C'était une plaisanterie, Mathieu. Une simple plaisanterie entre amis. Elle est tellement susceptible. Une plaisanterie ? Ma voix était calme, dangereusement calme. Tu as ri de moi devant tous tes invités. Tu m'as humilié publiquement. Et mon fils, ton mari, était là. Il ne t'a pas arrêté. Mathieu est devenu rouge. Maman, je n'ai pas entendu. Il y avait beaucoup de bruit, de musique. Tu as entendu, Mathieu. Tu as choisi de ne rien dire. Mon fils a baissé les yeux. La honte était visible sur son visage. Léa, elle, a repris contenance.
Elle a redressé les épaules. Écoutez, Odette, je suis désolée si vous avez mal pris cette plaisanterie. Mais franchement, vous en faites toute une histoire. C'est votre génération. Toujours susceptible, toujours dramatique. Ma génération, ai-je répété doucement? Oui, ma génération. Celle qui respecte les autres, celle qui ne rit pas des personnes âgées, celle qui comprend la valeur de la famille. La famille, a craché Léa avec mépris. Parlons-en de la famille. Depuis le début, vous avez essayé de vous immiscer dans notre relation. Toujours là, toujours à appeler, toujours à demander de l'attention. Mathieu et moi avons notre propre vie. Nous n'avons pas besoin d'une vieille femme qui s'accroche à son fils comme à une bouée de sauvetage. Mathieu est resté figé, choqué. Léa, arrête. Pourquoi? C'est la vérité. Ta mère ne peut pas accepter que tu aies grandi, que tu es une femme maintenant. Elle veut tout contrôler, tout savoir, tout diriger. J'ai souri. Ce sourire calme qui ne m'avait pas quitté depuis samedi soir. Tu as raison sur un point, Léa. Je veux savoir, et maintenant, je sais tout. J'ai fait un signe à Françoise. Elle a ouvert son ordinateur et l'a tourné vers Mathieu. Ces photos ont été prises il y a 3 semaines. Léa et un certain Damien Leclerc, son ex-fiancé. Regarde les messages qu'ils ont échangés. Mathieu s'est penché. J'ai vu son visage changer. La confusion, puis la compréhension, puis la douleur. Léa, tu lui as écrit « Il me tarde de te revoir » 3 semaines avant notre mariage. C'est sorti de son contexte, a crié Léa. Ce n'est rien, juste un ami avec qui tu as été fiancé, un ami à qui tu promets de revoir bientôt. J'ai continué. Thomas Durand s'est avancé avec un dossier. Madame Moreau, j'ai ici des informations publiques vous concernant. Vos dettes s'élèvent à près de 80 000 €. Carte de crédit, prêt. Vous vivez depuis des années au-dessus de vos moyens. Le visage de Léa est devenu rouge, de rage. Comment osez-vous fouiller dans ma vie privée? Information publique, a répété Thomas calmement. Accessible à n'importe qui, y compris votre ex-fiancé, Marc Fontaine, qui a déposé une main courante contre vous pour harcèlement. Mathieu s'est levé. Quoi? Ce n'est pas vrai. Il ment. J'ai les documents officiels, a dit Thomas en sortant des papiers. Après votre rupture, vous l'avez menacé de détruire sa réputation s'il ne revenait pas vers vous. Léa tremblait maintenant, de colère, de peur. Son masque parfait commençait à se fissurer. Mathieu, ne les écoute pas. Ta mère est jalouse. Elle a toujours été jalouse. Elle ne supporte pas que tu sois heureux avec moi. Heureux? La voix de Mathieu était brisée. Tu m'as menti. Surtout. Je ne t'ai jamais menti. Tes dettes? Tu m'as dit que tu n'avais pas de dettes. Damien? Tu m'as dit que c'était fini depuis longtemps. Et ma mère, comment as-tu pu dire ces choses horribles sur ma mère? Léa a changé de tactique. Ses yeux se sont remplis de larmes. Des larmes calculées. Mon amour, je suis désolée. J'ai fait des erreurs. Mais je t'aime. Tu le sais. Nous venons juste de nous marier. Ne laisse pas ta mère détruire notre bonheur. Mon bonheur? Mathieu s'est tourné vers moi. Maman, pourquoi maintenant? Pourquoi après le mariage? Parce que tu ne m'aurais pas écouté avant? Tu étais aveuglé par l'amour? Ou ce que tu croyais être de l'amour? Je devais attendre le bon moment. Le bon moment? A ricané Léa. Le moment où vous pouviez me détruire? Vous êtes pathétique, une vieille femme amère qui ne supporte pas de voir son fils avec une autre femme. Je ne suis pas amère, Léa. Je suis lucide, et je protège mon fils, comme toute mère le ferait. Puis j'ai fait un signe à Maître Beaumont. Il s'est avancé avec un document officiel. Madame Moreau, je suis le notaire de Madame Valois. Je gère son patrimoine depuis 30 ans, un patrimoine que vous ignoriez totalement. Léa a froncé les sourcils. Quel patrimoine? Madame Valois possède des biens immobiliers et des investissements d'une valeur totale d'environ 2 millions d'euros. Mathieu le sait depuis des années. Mais apparemment, vous ne le saviez pas. Curieux, n'est-ce pas? Pour une femme qui prétend aimer cet homme, vous ne connaissez même pas sa situation familiale réelle. Le visage de Léa est passé du rouge au blanc. De 2 millions? Oui, et j'ai ici le testament de Madame Valois. Testament qui, jusqu'à ce matin, léguait tout à Mathieu. Mais ce matin, nous avons fait des modifications. Mathieu m'a regardé, paniqué. « Maman, tu n'as pas besoin de… » J'ai levé la main. « Laisse-moi finir.
Le testament précise maintenant que si tu restes marié à Léa Moreau, tu recevras 50 000 euros. Le reste ira à des œuvres caritatives. Si, en revanche, tu te sépares d'elle dans les 6 prochains mois, tu hérites de tout. Le silence était assourdissant. Léa est devenue folle. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est du chantage. Ce n'est pas du chantage. C'est mon argent, mon choix, ma protection pour mon fils. Elle s'est tournée vers Mathieu. Tu vas la laisser nous contrôler comme ça? Nous manipuler? Mais Mathieu ne la regardait plus. Il me regardait. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. De la clarté. Maman, a-t-il dit doucement. Tu savais? Depuis le début? Non, mon chéri. J'espérais me tromper. J'espérais qu'elle t'aimait vraiment. Mais samedi, quand je l'ai entendue rire de moi, j'ai compris. Et j'ai vérifié. Et tout ce que je craignais était vrai. Léa a attrapé son sac. Je n'ai pas à supporter ça. Mathieu, tu viens ou tu restes avec ta mère? Mon fils l'a regardé. Vraiment regardé. Peut-être pour la première fois. Va-t'en, Léa. Quoi? Sors de chez ma mère. Maintenant. Tu es sérieux? Après tout ce qu'on a vécu? Tout ce qu'on a vécu était un mensonge. Ma mère a raison. Tu ne m'aimes pas. Tu n'as jamais aimé ma mère. Tu aimais l'idée de la stabilité, de l'argent, du confort. Les larmes de Léa sont devenues réelles cette fois. De vraies larmes. De rage. De désespoir. De défaite. Tu le regretteras, a-t-elle sifflé. Vous le regretterez tous. Et elle est partie en claquant la porte. Dans le silence qui a suivi, Mathieu s'est effondré sur le canapé. Il a mis sa tête dans ses mains. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Je me suis assise à côté de lui. J'ai posé ma main sur son épaule. L'amour rend aveugle, mon chéri. Ce n'est pas ta faute. Si, c'est ma faute. J'aurais dû te défendre samedi. J'aurais dû voir qui elle était vraiment. Tu vois maintenant. C'est tout ce qui compte. Il m'a regardé avec des yeux remplis de larmes. Pardon, maman. Pardon pour tout. Je l'ai serré dans mes bras. Mon fils, mon petit garçon devenu homme, mon trésor. Tu n'as pas à t'excuser. Tu as juste à apprendre. Ce que nous ne savions pas, c'est que le pire restait à venir. Léa n'est pas rentrée chez eux ce soir-là, ni le lendemain. Mathieu m'a dit qu'elle était allée dormir chez une amie, qu'elle refusait de lui parler, qu'elle avait besoin de temps. Mais moi, je savais. Je savais exactement où elle était et ce qu'elle préparait. Claire Rousseau, la journaliste, m'a appelé le mardi soir. « Odette, j'ai des nouvelles. Léa Moreau a contacté plusieurs journalistes aujourd'hui. Elle essaie de vendre une histoire. Elle prétend être victime d'une belle-mère manipulatrice qui a piégé son fils avec de l'argent. Elle veut faire de toi un monstre. Et toi? Moi, j'ai la vraie histoire. Avec toutes les preuves, les dettes, l'ex-fiancé, les messages à Damien, tout. Si elle publie, je publie aussi. Et ma version sera beaucoup plus crédible. Fais ce que tu dois faire, Claire. » Le mercredi matin, Léa a finalement franchi la ligne. Elle a publié un long message sur ses réseaux sociaux. Un message venimeux où elle se présentait comme une victime innocente. Elle m'accusait d'avoir détruit son mariage par jalousie, d'avoir manipulé Mathieu avec de l'argent, d'être une femme toxique et contrôlante. Les commentaires ont explosé. Certains la soutenaient, d'autres doutaient, mais le mal était fait. Mon nom était sali publiquement. Mathieu était effondré. « Maman, je suis tellement désolée. Je vais lui demander de retirer ce message. » Non, laisse-la faire. Elle vient de commettre sa dernière erreur. Parce que ce que Léa ne savait pas, c'est que Philippe Mercier, l'ami d'Henri, était membre du conseil d'administration du cabinet où elle travaillait. Et l'enquête interne sur ses irrégularités professionnelles venait justement d'aboutir. Le mercredi après-midi, Léa a été convoquée par son cabinet. 1 heure plus tard, elle était suspendue. Ses dossiers étaient retirés. Son nom sali. Et Claire Rousseau a publié son article. Un article factuel, documenté, implacable, avec toutes les preuves, les dettes, les mensonges, le harcèlement de son ex, les messages à Damien 3 semaines avant le mariage. L'article est devenu viral. Les commentaires sous la publication de Léa ont changé de ton. De sympathiques, ils sont devenus accusateurs, furieux, impitoyables. Le jeudi matin, Mathieu m'a appelé. Sa voix tremblait. « Maman, Léa vient de débarquer chez moi. Elle hurle, elle pleure. Elle dit que c'est de ta faute, que tu as détruit sa vie. Où es-tu? Je suis au travail. Je lui ai dit de partir, de prendre ses affaires, que c'était terminé. Tu as bien fait, mon chéri.
2 heures plus tard, j'ai reçu un appel de mon voisin, Monsieur Dupont. « Madame Valois, il y a une femme devant chez vous. Elle crie votre nom. Elle a l'air perturbée. » J'ai regardé par la fenêtre. Léa était là, devant ma maison. Ses cheveux étaient en désordre. Son maquillage coulait. Elle tenait son téléphone comme une arme. Je suis sorti calmement. « Léa !» Elle s'est retournée. Ses yeux étaient rouges, gonflés de larmes. « Vous avez tout détruit. Mon mariage, mon travail, ma réputation. Tout. Non, Léa, tu as tout détruit toi-même, par ton arrogance, par tes mensonges, par ton mépris. Je vous déteste. Vous êtes un monstre. » Les voisins commençaient à sortir, à observer. Monsieur Dupont était sur son perron. « Tu m'as humilié publiquement samedi, » ai-je dit doucement. « Tu as ri de moi devant tous tes invités. Tu pensais que j'étais faible, insignifiante, que je n'avais aucun pouvoir. Vous n'êtes qu'une vieille femme pathétique. Peut-être, mais cette vieille femme pathétique vient de t'apprendre une leçon importante. Ne jamais sous-estimer quelqu'un, surtout pas une mère qui protège son enfant. » Léa a fondu en larmes, de vraies larmes cette fois, des larmes de défaite totale. Elle s'est effondrée sur le trottoir, sanglotant comme une enfant. J'ai tout perdu, tout. Une partie de moi avait pitié d'elle, une toute petite partie. Mais une plus grande partie se souvenait de son rire samedi, de son mépris, de la douleur dans les yeux de Mathieu quand il avait découvert la vérité. Tu n'as pas tout perdu, Léa. Tu as perdu ce que tu n'as jamais vraiment eu. Un homme qui ne t'aimait que parce qu'il ne te connaissait pas vraiment. Ce soir-là, j'ai appris que Léa avait quitté l'appartement de Mathieu. Ses valises étaient dans la rue. Elle pleurait, elle suppliait. Mais Mathieu était resté ferme. C'était fini. Qu'auriez-vous fait à ma place ? 3 jours après le départ de Léa, j'ai reçu une lettre, une enveloppe blanche, sans timbre, déposée directement dans ma boîte aux lettres. L'écriture était tremblante, presque illisible. C'était d'elle. Je l'ai ouverte lentement dans ma cuisine, avec une tasse de thé fumant devant moi. « Madame Valois, je sais que vous ne voulez plus entendre parler de moi. Je sais que je ne mérite pas votre pardon. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Ma mère est morte quand j'avais 12 ans. Cancer. 6 mois entre le diagnostic et la fin. Mon père s'est remarié 1 an plus tard avec une femme qui ne m'a jamais aimée. Elle me regardait comme vous me regardiez, avec méfiance, avec jugement. Elle disait à mon père que j'étais difficile, ingrate, manipulatrice. À 17 ans, elle m'a mise à la porte. Mon père n'a rien fait pour me retenir. J'ai dû me débrouiller seule. Université, travail, survie. J'ai appris à ne compter sur personne, à ne faire confiance à personne. Surtout pas aux mères qui prétendent t'aimer mais qui finissent par abandonner. Quand j'ai rencontré Mathieu, j'ai vu la relation qu'il avait avec vous, cette proximité, cette tendresse. Et j'ai eu peur. Peur que vous me rejetiez comme ma belle-mère l'avait fait. Peur de ne jamais être assez bien. Alors je vous ai repoussé avant que vous ne me repoussiez. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je vous demande juste de comprendre que parfois, les gens blessés blessent les autres. Léa. J'ai replié la lettre lentement. Mes mains tremblaient légèrement. Félix est venu se frotter contre mes jambes, sentant mon trouble. J'ai pensé à cette petite fille de 12 ans qui avait perdu sa mère, à cette adolescente mise à la porte, à cette femme qui avait construit des murs si hauts autour de son cœur qu'elle ne savait plus comment les abaisser. Cela n'excusait rien. Ses mensonges, ses dettes, son mépris, mais cela expliquait quelque chose. La peur derrière l'arrogance, la douleur derrière la cruauté. Ce soir-là, j'ai parlé avec Mathieu. Il était assis dans mon salon, exactement à la place où son père s'asseyait autrefois. « Elle m'a écrit aussi », a-t-il dit. « Elle m'a raconté son enfance, sa belle-mère, sa solitude. Et qu'as-tu ressenti ? De la tristesse, de la compassion, mais aussi de la colère, parce que sa douleur ne justifie pas ce qu'elle t'a fait, ce qu'elle nous a fait. Tu as raison. Comprendre n'est pas pardonner, mais c'est important de comprendre. Tu lui pardonnes ? J'ai réfléchi longuement. Je ne pardonne pas ses actes, mais je comprends sa blessure. Et peut-être que dans quelques années, quand elle aura appris de ses erreurs, elle pourra devenir quelqu'un de meilleur. Mathieu a hoché la tête. Je vais demander le divorce. Maître Beaumont dit que c'est possible. Mariage de quelques jours. Preuve de tromperie émotionnelle avec Damien. Ce sera rapide. Et toi, comment vas-tu ? Mon fils a souri tristement. Blessé, humilié, mais aussi soulagé. Tu m'as sauvé, maman. Tu m'as sauvé d'une vie de mensonges. Je lui ai pris la main.
C'est mon rôle. C'est ce que font les mères. Une semaine plus tard, j'ai fait quelque chose que personne n'attendait. J'ai appelé Léa. Sa voix était faible. « Madame Valois ?» J'ai reçu ta lettre. Un silence. Puis, « Je suis désolée. Pour tout. Je sais. Et je veux que tu saches quelque chose. Je ne te déteste pas, Léa. Je ne t'ai jamais détesté. J'ai juste protégé mon fils. J'ai tout gâché. Oui, mais tu peux apprendre. Tu peux changer si tu choisis de regarder en face tes erreurs au lieu de les fuir. Pourquoi êtes-vous gentil avec moi maintenant? Parce que j'ai 81 ans et j'ai appris que la vengeance ne guérit rien. La justice, oui, mais pas la cruauté. Léa a pleuré au téléphone. Je ne mérite pas votre compassion. Personne ne mérite quoi que ce soit, Léa. Nous recevons tous plus ou moins que ce que nous méritons. C'est ça la vie. Après avoir raccroché, j'ai regardé par la fenêtre. Le jardin d'Henri avait besoin d'être entretenu. Les roses commençaient à fleurir. Le printemps arrivait. Et moi, j'avais fait ce que j'avais à faire. Protéger, révéler, mais aussi comprendre. Parce que c'est ça la sagesse. Savoir quand être forte et quand être humaine. 2 mois après le départ de Léa, la vie a pris un cours étrange. Pas celui que j'aurais imaginé. Pas celui qu'elle aurait imaginé non plus. Mathieu a demandé le divorce. La procédure était simple. Mariage de quelques jours, preuve de mensonges prémaritaux. Le juge a accepté l'annulation. Comme si ce mariage n'avait jamais existé. Comme si cette erreur pouvait simplement être effacée. Mais les cicatrices, elles, restaient. Mon fils est revenu me voir chaque dimanche, comme avant. Nous déjeunions ensemble. Nous parlions. Nous rions parfois. Il guérissait lentement. Il avait repris goût à la vie. Il avait même recommencé à sortir avec des amis qu'il avait négligés pendant sa relation avec Léa. « Je me sens libre, maman », m'a-t-il dit un jour, comme si j'avais échappé à quelque chose de terrible. Tu as échappé à quelque chose de terrible. Quant à Léa, la vie s'est chargée d'elle d'une manière que je n'aurais jamais pu orchestrer. Son cabinet l'a licenciée après l'enquête interne. Les irrégularités dans ses dossiers étaient trop graves. Elle a perdu son permis d'exercer temporairement. Sa réputation dans le milieu juridique était ruinée. Sa BMW a été saisie. Son appartement, celui qu'elle louait à crédit, a été repris par le propriétaire. Ses dettes l'ont rattrapé comme une marée qu'on ne peut pas arrêter. Mais ce qui s'est passé ensuite, personne ne l'attendait. Un matin d'avril, j'ai reçu un appel de Claire Rousseau, la journaliste. « Odette, tu ne vas pas le croire. »« Quoi donc ?» Léa Moreau vient d'être embauchée par une association d'aide aux femmes en difficulté. Elle travaille comme assistante administrative, salaire modeste. Mais apparemment, elle fait du bon travail. J'ai été surprise. Comment as-tu appris ça? Une de mes collègues a fait un reportage sur l'association. Elle a vu Léa là-bas. Elle avait l'air différente, plus simple, plus humble. Quelques semaines plus tard, j'ai croisé Léa par hasard. C'était au marché du village. Je faisais mes courses comme chaque samedi. Et soudain, elle était là, devant l'étal de légumes. Elle portait un simple jean, un t-shirt blanc. Pas de maquillage, ses cheveux étaient attachés en queue de cheval. Elle avait l'air fatiguée, mais aussi plus vraie. Nos regards se sont croisés. Elle a hésité, puis elle s'est approchée. « Madame Valois, Léa. » Un silence gêné. Puis elle a dit doucement, « J'habite ici maintenant, un petit studio, c'est tout ce que je peux me permettre. » Je sais, Françoise me l'a dit. Bien sûr, tout le monde sait tout dans ce village. Elle a souri tristement. J'ai trouvé un travail, rien de glorieux, mais c'est honnête, c'est bien. Je voulais vous dire, merci. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi? Parce que vous m'avez forcé à regarder qui j'étais vraiment. Une personne horrible, arrogante, menteuse. Si vous n'aviez pas fait ce que vous avez fait, j'aurais continué. J'aurais détruit Mathieu, puis quelqu'un d'autre, puis encore quelqu'un d'autre. Ses yeux étaient humides. Maintenant, je travaille avec des femmes qui ont vraiment souffert, des femmes battues, abandonnées, brisées. Et je vois à quel point j'étais égoïste, à quel point mes problèmes étaient insignifiants comparés aux leurs. Tu apprends. J'essaie. Chaque jour. C'est difficile. Mais j'essaie. Je l'ai regardée. Cette femme qui m'avait humiliée, qui avait menti à mon fils, qui avait tout fait par calcul et manipulation. Et j'ai vu quelque chose de nouveau dans ses yeux, quelque chose qui n'y était pas avant, de l'humilité, de la conscience, du remords authentique. « Comment va Mathieu ?» a-t-elle demandé doucement. « Il va bien, il guérit. Je suis contente. Il méritait mieux que moi.
Il mérite quelqu'un qui l'aime vraiment, pas quelqu'un qui aime ce qu'il représente. Elle a hoché la tête. Un jour, peut-être dans très longtemps, je pourrai lui demander pardon. Vraiment, quand je serai devenu quelqu'un de meilleur. Ce jour viendra peut-être, ou peut-être pas. Mais ce qui compte, c'est que tu changes pour toi, pas pour lui, pas pour moi, pour toi. Nous nous sommes séparés sans nous serrer la main, sans nous embrasser. Juste un hochement de tête, un respect silencieux. En rentrant chez moi, j'ai pensé à quelque chose que ma mère disait toujours, la vie est le meilleur professeur. Elle ne donne pas toujours des leçons agréables, mais elle donne toujours les leçons nécessaires. Léa avait reçu sa leçon. Durement, douloureusement. Mais peut-être que cette douleur la sauverait finalement. Ce soir-là, Mathieu est passé me voir. Je lui ai raconté ma rencontre avec Léa. Elle travaille ici, dans le village? Oui. Comment te sens-tu? En paix? Étrangement en paix. Il m'a regardé avec admiration. Tu es incroyable, maman. Après tout ce qu'elle t'a fait, tu arrives encore à voir son humanité. Parce qu'elle est humaine, mon chéri. Imparfaite, blessée, mais humaine, comme nous tous. Tu crois qu'elle va vraiment changer? Je ne sais pas. Mais elle a la possibilité de changer. C'est déjà beaucoup. 3 mois plus tard, j'ai appris que Léa avait commencé une thérapie, qu'elle travaillait sur ses traumatismes d'enfance, sur ses mécanismes de défense toxiques, sur sa peur de l'abandon qui la poussait à rejeter les autres avant d'être rejetée. Elle ne deviendrait peut-être jamais quelqu'un de parfait, mais elle essayait. Et l'effort, parfois, compte plus que le résultat. La justice, dans cette histoire, n'était pas venue de ma vengeance. Elle était venue naturellement, de ses propres choix, de ses propres actions. L'univers ne punit pas. Il rééquilibre simplement les choses. Et moi, j'avais fait ce que je devais faire, protéger mon fils, révéler la vérité, puis laisser la vie suivre son cours, parce que la vraie justice n'est pas dans la destruction de l'autre, elle est dans la restauration de ce qui est juste. 1 an a passé, depuis ce samedi où j'ai entendu Léa rire de moi. 1 an depuis que ma vie a basculé entre l'humiliation et la révélation. 1 an depuis que j'ai appris qu'être une mère, ce n'est pas seulement aimer inconditionnellement, c'est aussi protéger, même quand cela fait mal. Aujourd'hui, je suis assise dans mon jardin. Le même jardin qu'Henri entretenait avec tant d'amour. Les roses qu'il avait plantées il y a 30 ans fleurissent encore chaque printemps. Elles sont là, fidèles, malgré les tempêtes, malgré le temps qui passe. Mathieu vient me voir chaque dimanche, comme avant. Non, mieux qu'avant. Parce que maintenant, il comprend. Il comprend la valeur de la famille. Il comprend que l'amour véritable ne s'achète pas avec des talons hauts et des promesses vides. Il comprend que la loyauté est plus précieuse que l'apparence. Mon fils a changé. Il est plus prudent maintenant, plus sage. Il prend le temps de connaître les gens avant de leur donner son cœur. Il pose des questions. Il observe. Il ne se laisse plus aveugler. La semaine dernière, il m'a présenté quelqu'un. Une femme simple, professeure de mathématiques, 45 ans, veuve comme moi. Elle s'appelle Anne. Quand elle est entrée dans ma maison, elle a remarqué la photo d'Henri sur le buffet. Elle s'est arrêtée devant. « C'était votre mari ?» a-t-elle demandé doucement. « Oui, Henri. Il est parti il y a 15 ans. Il avait l'air d'un homme bon. Il l'était. » Elle m'a souri. Un sourire sincère. « Mathieu m'a beaucoup parlé de vous. Il vous aime énormément. Et moi, je l'aime plus que tout au monde. Ça se voit. C'est rare aujourd'hui cet amour-là, cette loyauté. Nous avons déjeuné ensemble. Anne a complimenté mon bœuf bourguignon. Elle a aidé à débarrasser la table. Elle a posé des questions sur ma vie d'institutrice, sur mes souvenirs, sur Henri. Des vraies questions, celles qui viennent du cœur, pas de la politesse. Quand ils sont partis, Mathieu m'a serré dans ses bras. « Elle te plaît, maman ?» Beaucoup. Elle est différente de Léa. Oui, elle est authentique. Il a souri. J'ai appris ma leçon. Grâce à toi. Grâce à nous deux, mon chéri. Quant à Léa, je la croise parfois au village. Nous nous saluons poliment. Elle travaille toujours à l'association. Elle a même commencé à faire du bénévolat le week-end. Elle aide des femmes à remplir des dossiers administratifs, à retrouver leur dignité après des années de violence ou d'abandon. Un jour, Françoise m'a dit « Tu sais qu'elle parle de toi parfois, aux femmes qu'elle aide. Elle leur raconte son histoire, comment son arrogance l'a détruite, comment une vieille femme qu'elle méprisait lui a appris l'humilité.
Elle dit ça? Oui. Elle dit que tu lui as sauvé la vie, que sans cette leçon, elle serait devenue un monstre. Je ne sais pas si Léa deviendra un jour quelqu'un de vraiment bien, mais elle essaie. Et dans ce monde où tant de gens refusent de regarder leurs propres erreurs, essayer est déjà une victoire. Ce matin, j'ai reçu une carte, une simple carte postale. Elle venait de Damien Leclerc, l'ex de Léa. Il avait appris toute l'histoire par les articles de Claire. « Madame Valois, merci d'avoir protégé votre fils. Léa m'a détruit il y a 3 ans. Je suis content qu'elle n'ait pas pu faire la même chose à quelqu'un d'autre. Vous êtes une femme courageuse. » J'ai souri en lisant ces mots. Courageuse. Peut-être. Ou peut-être juste une mère qui refusait de rester silencieuse face à l'injustice. Hier soir, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai ouvert la boîte métallique qui contenait les documents de mon patrimoine et j'ai modifié mon testament une dernière fois. Mathieu héritera de tout, comme prévu. Mais j'ai ajouté une clause. Si un jour, dans de nombreuses années, Léa a vraiment changé, si elle a prouvé par ses actes qu'elle est devenue quelqu'un de meilleur, Mathieu pourra, s'il le souhaite, lui donner 10 000 €. Pas comme une récompense, mais comme une reconnaissance de sa transformation. Parce que c'est ça, le vrai pardon. Ce n'est pas oublier. C'est reconnaître que les gens peuvent changer et leur donner une chance de le prouver. Ce soir, je suis assise dans mon fauteuil. Félix dort sur mes genoux. La maison est silencieuse. Mais ce n'est plus un silence triste. C'est un silence paisible. Le silence de quelqu'un qui a accompli ce qu'il devait accomplir. Si je devais donner un conseil à toutes les mères qui m'écoutent, à toutes les femmes qui se demandent si elles ont le droit de protéger leurs enfants, même adultes, je dirais ceci. Aimer, ce n'est pas tout accepter. Aimer, c'est aussi dire non. C'est aussi poser des limites. C'est aussi regarder la vérité en face, même quand elle fait mal. Ne laissez personne vous faire croire que vous êtes envahissante parce que vous posez des questions, que vous êtes toxique parce que vous doutez, que vous êtes ridicule parce que vous n'êtes pas parfaite. Votre intuition a de la valeur, votre expérience a de la valeur, votre amour a de la valeur. Et si un jour quelqu'un rit de vous, souvenez-vous de ceci. Les gens qui rient des autres révèlent toujours plus sur eux-mêmes que sur ceux dont ils rient. Ce samedi-là, quand j'ai entendu Léa m'appeler « la vieille ridicule », j'aurais pu pleurer, j'aurais pu avoir honte, j'aurais pu me sentir petite et insignifiante. Mais au lieu de ça, j'ai souri, parce que je savais quelque chose qu'elle ignorait. Je savais que la vraie force ne réside pas dans l'apparence, pas dans l'arrogance, pas dans le mépris des autres. Elle réside dans la dignité silencieuse, dans la patience, dans la capacité de protéger ceux qu'on aime sans devenir cruel, dans la sagesse de savoir quand agir et quand laisser la vie faire son travail. J'ai 81 ans. Ma robe était peut-être démodée, mon accent est peut-être provincial. Ma maison est petite, mon existence est modeste, mais je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai construit. Je sais que j'ai aimé profondément, que j'ai été aimé profondément, que j'ai protégé mon fils quand il en avait besoin. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une seule mère à ouvrir les yeux, à faire confiance à son instinct, à ne pas accepter l'inacceptable par peur de déplaire, alors tout cela en valait la peine. Parce qu'au bout du compte, nous ne sommes pas sur terre pour être aimés de tout le monde. Nous sommes là pour aimer les bonnes personnes, pour protéger ce qui est précieux, pour transmettre la sagesse que la vie nous a enseignée, même quand ces leçons ont été douloureuses. Je regarde par la fenêtre. Le soleil se couche sur mon jardin. Les roses d'Henri brillent dans la lumière dorée. Et je me sens en paix avec mes choix, en paix avec mes 81 années, en paix avec l'idée que j'ai fait de mon mieux, que j'ai aimé de mon mieux, que j'ai protégé de mon mieux. Et au final, c'est tout ce qu'on peut faire. Aimer, protéger, puis laisser partir. Partager cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'espoir.